Comment la résistance recrutait-elle durant la Seconde Guerre mondiale? J'ai reçu Corentin Roussman, conservateur au Mons Memorial Museum, pour parler de la question. Dans le live qui était consacré, nous avons également parlé de la question de la cohabitation en territoire occupé, mais aussi de la propagande nazie et des méthodes utilisées par la résistance pour recruter et transmettre leurs messages durant leurs opérations. Mais justement, en parlant de cohabitation, est-ce que tu peux nous en dire davantage? Comment est-ce que les habitants qui étaient occupés et les occupants, donc que ce soit durant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, comment est-ce qu'ils cohabitaient et est-ce que le comportement des Allemands était différent entre la période de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce qu'on a pu observer des comportements différents, un apprentissage de l'envahisseur d'une période à l'autre? Pour moi, la Première et la Seconde Guerre mondiale, en fait, finalement, la Seconde Guerre mondiale n'est que la suite de la Première Guerre mondiale. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands vont apprendre de leurs erreurs. Durant la première, et donc c'est pour ça que je vais expliquer ce qui se déroule durant la Première pour vous expliquer pourquoi, durant la Seconde Guerre, les Allemands vont apprendre de leurs erreurs. Au début, quand les Allemands entrent sur le territoire belge, on est le 4 août 1914, donc il y a le fameux viol de la neutralité belge. Les Allemands ne s'attendaient pas forcément à ce que l'armée belge les bloque. Il va y avoir ce grand principe, cette peur des Allemands, le principe des francs-tireurs. Donc, c'est-à-dire, il y a des lois dans la guerre. Un militaire peut tirer sur un autre militaire. Quand c'est un civil qui tire sur un militaire, eh bien, en fait, ça peut arriver de n'importe quel moment. Dès le début, dès l'entrée des troupes allemandes sur les territoires belges, il va y avoir des massacres de population. Ce qu'on appellerait aujourd'hui un crime de guerre. Hein. Donc, on en est véritablement là. Quand on voit ce qui se déroule en Ukraine, à Boutcha, par exemple, c'est un crime de guerre. En 1914, ça va être exactement la même chose. Et donc, on a une très bonne diffusion de l'information et donc ça va être très vite diffusé. Et donc, la population belge va avoir peur. Et donc, une partie de la population belge va s'enfuir. Elle va s'enfuir, enfin, en tout cas pour les plus fortunés, ceux qui ont la possibilité, ils s'enfuient. Et les Allemands vont mettre en place très rapidement en Belgique une occupation complète et une gestion complète de la population. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir des restrictions extrêmement importantes. Je n'aime pas faire cette comparaison, mais je vais la faire parce que les gens peuvent mieux la comprendre. Ce qu'on a vécu pendant la période Covid, donc c'est-à-dire un couvre-feu, obligation de racheter ses soins. S'il n'y avait pas de rationnement dans les magasins, mais on n'avait pas la possibilité de pouvoir aller quand on voulait ou ce genre de choses, c'était seulement qu'une personne. Eh bien, ça, c'est rien par rapport à ce que la population belge va vivre pendant la Première Guerre mondiale. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'alimenter comme on veut. Les Allemands réquisitionnent des chambres chez vous. Et donc, ça veut dire qu'on prend le cas d'une famille qui habite dans une ville. Les Allemands arrivent en août 14, ils se portent volontaires dans l'armée belge, il va combattre. Il se trouve de l'autre côté de l'Isère, au mois d'octobre, quand la plaine est inondée. Eh bien, sa femme, qui n'a plus de nouvelles, parce que le front coupe toute l'information. Eh bien, sa femme, elle se demande ce qu'il en est pour son mari. Elle a des difficultés à trouver à manger pour ses enfants. Pourquoi? Parce que les femmes ne travaillent pas à l'école, ne travaillent pas à l'époque, n'ont pas la possibilité pour avoir de l'argent. Il va avoir une aide sociale qui va être mise en place. Et en même temps, on va réquisitionner sa chambre. Et donc, ce sera un soldat allemand qui va venir habiter dans sa chambre. Et donc, ça va être très particulier. Donc, la cohabitation, elle est complète. Et en même temps, les Allemands vont réquisitionner les métaux. Ils vont mettre en application l'heure allemande. Ils vont mettre en place quelque chose qu'on a encore toujours aujourd'hui, à savoir la carte d'identité. Et donc, il y a un contrôle de la population. On va réquisitionner aussi tous les véhicules, les animaux. Les citadins c'est majoritairement les citadins qui vont souffrir le plus de cette occupation, vont véritablement avoir du mal. Durant la Seconde Guerre mondiale, au début, les Allemands vont arriver en disant ayez confiance en nous. Nous n'allons pas être comme nous avons été durant la Première Guerre mondiale. Nous serons gentils avec vous. Et la population belge, de manière globale, va l'accepter et va se dire les Allemands sont gentils. Ils occupent le territoire. Il y a quasiment pas de réquisition. Oui, il y a eu des combats en mai 40. Ça, c'est clair, il y a eu des morts, mais on va dire que celui qui est resté chez lui, qui n'a pas bougé, bien, il n'y a pas eu les grandes exactions comme on a eu durant la Première Guerre mondiale. Mais il faut se rappeler que plus de la moitié de la population belge part en exode. Hein. Donc, c'est durant la Seconde Guerre, au début, tous les Belges sont sur les routes, mais il va y avoir une certaine confiance qui va être mise en place. Jusqu'en 1942-43, là où il va y avoir le basculement. Et là, on va avoir le mauvais côté de l'occupation allemande, c'est-à-dire que les Allemands, ils commencent à se faire ramasser sur le front de l'Est. Ils commencent à perdre dans le nord de l'Afrique et évidemment, il y a le débarquement en Italie. Et donc, à partir de ce moment-là, ils commencent à finalement avoir des comportements différents
Et surtout, on va avoir, les Allemands vont être confrontés à la résistance, qui va être de plus en plus active, parce que les réseaux sont très bien structurés. Et donc, les Allemands, ils commencent à avoir de plus en plus de difficultés, finalement, au quotidien, plus les années passent durant la Seconde Guerre mondiale. L'année 43 et surtout 44, là, pour les Allemands, c'est extrêmement compliqué. Donc, tu peux voir qu'il y a véritablement deux manières totalement différentes. Et je te dirais aussi que durant la Seconde Guerre mondiale, mais ça, c'est un élément plus particulier, il faut toujours différencier, malheureusement, le soldat nazi du soldat de la Wehrmacht. En effet. Le soldat de la Wehrmacht est un soldat de métier ou un milicien, tout simplement. Un soldat SS est quelqu'un qui, en plus, a l'idéologie nazie et qui a un objectif complémentaire qui n'est pas juste défendre sa nation, c'est défendre l'idéologie nazie. Donc voilà un petit peu, de manière très courte, comment on peut faire la différence entre l'occupation durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et justement, en parlant de résistance, quelle était leur méthode de recrutement? Comment pouvaient-ils être sûrs de recruter des personnes qui combattaient pour la même cause, la résistance, et être certains de ne pas avoir un collaborateur en face d'eux qui voulait les infiltrer? Quelle était leur méthode pour pouvoir communiquer de manière sécurisée? Quelles étaient leurs méthodes de recrutement? Est-ce que tu peux un peu nous en parler, s'il te plaît? Et donc là, moi, je vais te parler de la Seconde Guerre mondiale spécifiquement. Je te parlerai un petit peu après de la résistance durant la Première Guerre mondiale, mais durant la Seconde Guerre mondiale, comment ça fonctionne? Eh bien, tout d'abord, il y a plusieurs groupes de résistance. Donc, il ne faut pas penser qu'il n'y a qu'une seule résistance. Et je vais te prendre le cas de la région de Mons. Tu vas avoir l'armée secrète qui va être mise en place. L'armée secrète, c'est quoi? En fait, c'est une dépendance finalement de l'armée belge. Et donc, on va retrouver dans... la Belgique est divisée, est séparée dans sa population par rapport au clivage politique. Et donc, dans l'armée secrète, on va plutôt retrouver des gens catholiques, de droite ou centristes, et moins des gens de gauche ou de l'extrême gauche. Et donc, l'armée secrète est assez vite structurée. Après, tu vas avoir des autres groupements qui vont être mis en place et qui, au début, n'ont pas d'obédience politique, mais qui vont en avoir une par rapport au nombre de personnes qu'ils vont recruter, comme le Front de l'Indépendance, qui sera plutôt de gauche communiste. Et ces réseaux, en fait, ils se créent. Comment est-ce qu'ils se créent? Eh bien, par la confiance qu'on peut avoir pour l'armée secrète, ce sont des anciens militaires. Ce sont des militaires qui se connaissent et qui vont se dire, il faut qu'on fasse quelque chose. Là, on sait que pour Mons, le chanoine d'Eusberg, qui va fédérer autour de lui, donc c'est un chanoine, hein, il n'est pas militaire, mais il va réussir à fédérer autour de lui l'armée secrète. Ensuite, c'est dans les réseaux politiques. Les gens en fait, ils se connaissent déjà, ils se font déjà confiance. Après, ils ne travaillent pas forcément ensemble. Et ça, on va le voir. Non, ils savent qu'il y a un autre réseau de résistance, ils savent qu'ils sont dedans, jamais ils les dénonceront, mais ils ne travailleront pas forcément avec, parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Après, tu vas avoir du recrutement. Le recrutement, il va se baser comment? Eh bien, en fait, sur la confiance. C'est sur la confiance que tu peux avoir. On a interviewé comme ça une jeune, il n'y a pas longtemps, j'ai interviewé Léonce Descamps, qui était une jeune résistante, et elle s'est fait engager par la résistance parce qu'à un moment donné, il y avait un des membres de la résistance qui allait souvent dans le café de sa mère. Elle était souvent là. Et de plus en plus, ils avaient besoin de personnes pour faire passer des messages. Et c'était assez compliqué. Et donc, il était beaucoup plus aisé de prendre des filles et des jeunes filles pour pouvoir faire passer ces messages. Il faut te remettre dans la situation de l'époque. Il n'y a pas d'égalité homme-femme. Rares sont les filles qui ont la possibilité de pouvoir faire des études. Elles sont souvent limitées à des tâches subalternes. Et au début, dans la résistance, ça va être le même cas. Mais ces tâches subalternes, qui même à la fin, à la libération, vont dire « mais non, moi, je n'ai pas fait grand-chose », mais finalement, elles ont fait énormément. Mais c'était des petites tâches. Et ces petites tâches, c'était distribuer du courrier, aller donner de l'information. Et elles se baladaient souvent à bicyclette parce que c'était assez aisé. Et les Allemands, quand ils arrêtaient une jeune fille à bicyclette, c'était plus pour d'autres raisons que d'aller vérifier si elle avait sur elle des papiers qu'elle partageait. Et donc, c'est pour ça que les membres de la résistance vont essayer de recruter des femmes. Et tout simplement, ils vont faire des tests. Ils vont faire des tests. Et Léonce Descamps, son test, c'était qu'elle ne pouvait pas parler à telle personne si elle les voyait pendant qu'elle faisait son tour. Et ça a fonctionné. Et donc, ils font des tests, ils voient comment c'est, comment la personne réagit. Et après, elle l'engage véritablement. Ensuite, je sais que pour Mons, il y avait la police dans laquelle il y avait des résistants et savait exactement quelle personne avec qui elle pouvait avoir confiance. Tu as d'une part les résistants, d'autre part, tu vas avoir les collabos. On sait très bien qui sont les collabos parce qu'eux, ils s'affichent.
Et donc, tu sais à qui tu ne dois pas aller voir, tu vois, et tu sais que tu ne vas pas les recruter chez cette personne-là. Et après, au milieu, tu vas avoir ce qu'on appelle la masse populaire, ceux qui ne prennent pas parti ni pour l'un ni pour l'autre. Mais il y a un élément sur lequel tu peux avoir confiance, c'est qu'elle n'ira pas dénoncer les résistants. Parce que sinon, elle tombe dans la collaboration. Et donc, ça devient un collabo à partir du moment où elle dénonce. Après, tu as aussi, donc il y avait beaucoup de dénonciations qui se faisaient par courrier. Et l'adresse de l'endroit où tu envoyais tes courriers de dénonciation était bien connue. Enfin, c'était indiqué dessus à quel endroit. Et donc, il y avait un membre de la Poste qui, à chaque fois, voyait un courrier qui était relatif à la dénonciation qui devait être déposée à tel endroit. En fait, il allait détruire les lettres. Ah ben oui, comme ça, elle n'arrivait jamais et on n'avait aucune preuve. Dans cette période-là, c'est véritablement la confiance que tu peux avoir entre les gens. Et souvent, les réseaux, c'est des réseaux qui sont, on va dire, locaux, dans lesquels il y a une personnalité éminente qui va ressortir et elle connaît d'autres personnes. Comment elle connaît d'autres personnes? Mais dans le cadre du travail ou dans le cadre aujourd'hui, tu vois, tu pourrais, même si tu n'avais plus aucune capacité de communication, tu arriverais toujours à recréer, à avoir du réseau en te déplaçant et tu sais en qui tu peux et en qui tu ne peux pas avoir confiance. Durant la Première Guerre mondiale, c'est différent la résistance. On est dans un mode totalement différent. On n'est pas dans de l'action, dans la grande action. On n'est pas dans de l'explosion. Ça arrive, hein, mais on est plutôt dans la diffusion d'informations. Et je vais prendre le réseau Edith Cavell, très connue Edith Cavell, hein, cette infirmière d'origine anglaise qui habite Bruxelles, qui fait exfiltrer des soldats britanniques et soldats français qui sont de l'autre côté de la ligne et ils sont du mauvais côté, dont beaucoup qui ont participé à la bataille de Mons du 23 août 1914, qui dans la retraite ont été blessés, ont été protégés dans des maisons, ont été cachés. Ce réseau d'Edith Cavell va exfiltrer plusieurs centaines de soldats britanniques. Et là, les Allemands se rendent compte qu'il y a quelque chose. Et là, ils vont mettre une taupe. Et donc, la taupe, c'est tout simplement, ils vont mettre une personne qui va essayer de dire, voilà, moi j'ai un soldat britannique, il faut que je réussisse à le faire sortir, comment je peux faire, Et alors, de fil en aiguille, il va tomber dedans et il va retracer tout le réseau et il va tout dévoiler aux Allemands et le réseau est arrêté et Edith Cavell est fusillée. Oui, donc ça va très très loin. Ça, c'est vraiment, véritablement le réseau d'exfiltration des soldats français et britanniques et de certains individus qui sont passés aux Pays-Bas, qui étaient, durant la Première Guerre mondiale, qui étaient neutres, à l'inverse de la Seconde Guerre. Oui, les Allemands, par tous les moyens, vont essayer de faire sauter tous ces réseaux de résistance. À tous les niveaux. Ils vont réussir à certains moments, ils vont rater à d'autres moments, mais en tout cas, ça sera véritablement un leitmotiv qu'ils vont avoir. C'est l'information et casser tous ces réseaux qui peuvent exister. Là, je te dirais, la différence entre la Première et la Seconde Guerre par rapport aux réseaux de résistance, c'est que durant la Seconde Guerre, ils sont tellement nombreux. Il y a tellement de personnes qui font partie de la résistance. Entre guillemets, quand je dis tellement, n'imagine pas des millions de personnes, hein, mais je veux dire que proportionnellement à la Première Guerre mondiale, il y en a beaucoup plus dans la Seconde Guerre mondiale qui vont être actifs par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est parce que les Allemands au début étaient plus sympas, plus gentils, ou parce que pendant la Première Guerre mondiale, ils étaient beaucoup plus stricts? Ça, on n'en sait rien. La seule chose, c'est que tu vas avoir aussi plus de collaborateurs durant la Seconde Guerre. Donc, plus de résistants, plus de collabos. On va dire que c'est plutôt les clivages politiques qui vont distancer la population par rapport à leur choix de décision d'entrer ou pas dans la collabo ou la résistance. Et est-ce que tu sais nous expliquer pourquoi justement il y a plus de collaborateurs, de collaboration durant la Seconde Guerre mondiale? Est-ce qu'il y a justement un discours qui est mieux rodé ou une manière plus détournée de faire entrer l'idéologie dans la tête de certaines personnes? Quelle est leur méthode justement utilisée pour pouvoir recruter plus facilement des collaborateurs? Oui. La Première Guerre mondiale, tu défends ta patrie, point. La Seconde Guerre mondiale, tu défends des idéologies. On avait le parti rexiste qui préexistait en Belgique. Et donc, quand les Allemands arrivent, Léon Degrelle, d'ailleurs, c'est le premier à vouloir faire parade avec Hitler. Il veut, lui, directement collaborer avec l'Empire allemand, avec le Reich, le Troisième Reich, avec la volonté de mettre en évidence cette idéologie nationale-socialiste, donc d'extrême droite. Et donc, lui, il y adhère totalement. Et donc, finalement, quand les Allemands arrivent, ils se disent « mais c'est génial, on n'a même plus rien à faire. On a déjà des fanatiques qui sont là et qui vont nous aider. » Parce qu'ils sont d'accord avec notre idéologie, avec notre façon de penser. En 1914, essaye de trouver un Belge qui est content parce que les Allemands sont arrivés. Donc déjà, tu as une distinction.
Deuxième élément, quand les Allemands arrivent, ils mettent en place une énorme propagande. Faites confiance aux soldats allemands, nous sommes là pour vous protéger. Et ensuite, ils vont faire des campagnes de recrutement. Oui, Engagez-vous dans la Légion wallonne, contre le bolchevisme, rentrer dans la SS Wallonie. Véritablement, il y a une volonté de la part des nazis. Donc, tu ne rentres pas dans la Wehrmacht. Enfin, la Légion Wallonie, peut-être au début, c'est la Wehrmacht, mais après, c'est la SS Wallonie. Donc, c'est des fanatiques. Mais attention, tous ces individus qui rentrent dans la collaboration militaire, eh bien, ils ne combattent pas dans la région. On les envoie sur le front de l'Est. En fait, c'est un principe. On ne va pas faire combattre des Belges contre des Belges, parce que sinon, le Belge, à un moment donné, il se dit, mais est-ce que je vais vraiment tirer sur un de mes compatriotes? Ça, oui. On les envoie en Ukraine ou sur le front de l'Est ou sur des Russes et hop, on y va. Il n'y a plus aucune idée. Et surtout que dans l'idéologie nazie, ça reste des Slaves dont ils sont des sous-hommes par rapport aux Européens occidentaux. Autre élément, et donc là, je vais rentrer dans un élément qui va fracturer la Belgique, c'est le principe qui est déjà établi par les Allemands durant la Première Guerre mondiale, mais qui va être aussi utilisé durant la Seconde Guerre mondiale, c'est le principe de la Flammenpolitik. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Donc, c'est les Allemands qui favorisent les néerlandophones de Belgique par rapport aux francophones. Donc, dès le début, lorsque la Belgique capitule face à l'Allemagne en mai 40, tous les soldats belges de langue, qui parlent néerlandais, ont la possibilité de pouvoir rentrer chez eux. Tous les francophones doivent rester jusqu'à la fin de la guerre. Et ils restent prisonniers de guerre pendant 4 ans. La distinction est là et on sait statistiquement qu'il va y avoir plus de néerlandophones qui vont rentrer dans la collaboration parce que aussi ils se disent que dans un pays qui est depuis peu bilingue, avant la Première Guerre mondiale, la Belgique est francophone, presque exclusivement. Comme je l'ai dit, Léopold II ne parlait pas néerlandais. Donc, je veux dire, c'est des choses comme ça qu'il faut prendre en considération. Je ne dis pas qu'ils avaient raison, je dis juste qu'on peut comprendre qu'à un moment donné, quand on les met en évidence, on les met en valeur, ils se disent que finalement, c'est bien, on va rendre l'appareil. En Wallonie, il va y aussi avoir des gens qui vont se lancer là-dedans et c'est vraiment la propagande qui va extrêmement bien fonctionner. Et tu peux avoir des jeunes gars ou des jeunes filles qui tout simplement sont déstabilisés, ils ont 16 ans quand les Allemands arrivent, ils ont 18 ans quand en 1942, ils se disent finalement oui, ils sont là, ils sont bien gentils, on n'a pas de soucis. Moi, j'ai pas d'objectif de vie, on me propose de rentrer dans l'armée, je ne sais pas rentrer dans l'armée belge, je me propose de rentrer dans l'armée, pourquoi pas? Mes parents sont anticommunistes, je vais aller tuer du bolchéviste sur le front de l'Est. Voilà, et donc les motivations, parfois les motivations sont, il n'y a pas forcément des motivations d'extrême droite, c'est juste se dire, voilà, pourquoi pas aller une nouvelle aventure. Et donc les Allemands vont pas avoir de mal à avoir des collaborateurs. C'est juste qu'au début, les premiers collaborateurs sont un peu encombrants pour les Allemands. Dans quel sens? Parce que la Belgique est gérée par la Wehrmacht, donc pas par forcément des gens qui suivent l'idéologie nazie. Ils font peut-être partie du parti nazi, ils ont peut-être voté pour Hitler, mais ils ne dispersent pas, ils ne font pas la publicité de l'idéologie nazie. C'est peut-être tout simplement des gens qui sont dans la bonne société allemande et qui, dans l'antisémitisme global de l'époque, ils s'en foutent de savoir ce qu'il en est pour les Juifs et qu'ils se disent on doit administrer le pays et qu'il y a des Belges qui sont plus fanatiques qu'eux. À certains moments, c'est quoi ce délire? Et donc, au début, c'est pas évident. C'est quand ça se gâte que les Allemands ont des difficultés, que là ils se disent finalement on va les utiliser et on va les utiliser pour nous aider à défendre ce territoire gagné. Tu nous parlais du fait qu'il y avait une propagande assez forte, notamment via des affichages, peut-être via des émissions de radio à l'époque. Qu'en était-il des écoles? Est-ce que les étudiants, les jeunes écoliers avaient à étudier des manuels allemands avec la propagande nazie? Tu peux un peu nous en parler? Ça, je te dirais que c'était plutôt en fonction du professeur et de ce qu'il avait envie de diffuser. Je te dirais que dans la majorité des écoles, on était dans l'objectif de valoriser le patriotisme. Et on sait que, par exemple, je vais prendre le cas à Mons, il y avait l'école Saint-Stanislas, qui est une grosse école très réputée. À l'intérieur de l'école, il y avait des professeurs qui étaient des résistants et qui faisaient le nécessaire pour bien faire comprendre à leurs étudiants comment il fallait
penser, mais ça dépend véritablement du professeur, de la situation et de l'objectif de l'école. Je n'ai pas, en tout cas pour Mons, d'école particulière où on va véritablement valoriser la propagande nazie. Ça a dû sûrement arriver, mais je pense que les Allemands, c'est pas véritablement dans les écoles qu'ils allaient bouleverser l'ensemble de l'instruction. Au niveau culturel, on sait qu'il va y avoir des expositions qui vont être faites. Je te dirais plutôt qu'il y avait une censure. Donc, il y avait un contrôle. Donc, il y a certaines choses qu'on ne pouvait plus faire, que les Allemands interdisaient de faire. Il y a eu des expositions comme ça à Paris où c'était c'est quoi le juif et que te montrait toutes les caractères, tous les stéréotypes du juif. Et tu vas avoir la même chose. Tu vas avoir aussi une exposition à Mons en 1942, si je me souviens bien, qui va être la valorisation du patrimoine wallon. Et donc, on va présenter les artistes wallons. Alors, c'est un objectif de dire que les artistes wallons sont à l'image des artistes allemands de haute qualité. Donc, on est là-dedans. Donc, on va mettre en valeur, en évidence, une identité régionale, pas nationale, hein, régionale, pour dire, ben voilà, finalement, vous faites partie du Grand Reich avec une grande culture, des grandes compétences, parce que finalement, pour les Allemands, il n'y a rien de plus qu'un Belge qui lui ressemble. Donc, c'est pas du tout, il y a absolument pas d'animosité, entre guillemets, raciale face à la population belge. C'est plutôt l'inverse. On va essayer de les valoriser. La même chose pour les Flamands. Hein. On va essayer de les valoriser, de dire, oui, voilà, vos grands maîtres flamands, finalement, c'est comme nos grands maîtres allemands. C'est de la grande culture européenne. On a créé, la culture européenne. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on va travailler. Maintenant, évidemment, si dans une classe, il y avait un professeur qui cassait tous les Allemands et tout ça, il suffisait qu'il y ait un seul élève dont le père était proche des collaborateurs et c'était fini. Et donc, les professeurs s'auto-censuraient, je pense. Il faut plutôt voir ça comme ça, que je ne connais pas vraiment, hein, mais qu'une grosse décision de la part des Allemands qui interdisent ou qui obligent à étudier certains éléments culturels. À quel moment peut-on être considéré comme un collaborateur? C'est une question à laquelle nous avons répondu juste là. Et si vous voulez regarder l'intégralité du live, il est disponible juste ici. Je remercie Corentin Roussman et le Mons Memorial Museum pour leur confiance.